Émission spéciale avec un invité unique. Il a débuté sa carrière chez Ernst & Young, a ensuite connu les joies du Club Med, puis 4 ans chez e-Sélection. Et le voilà en 2012 chez Primonial. Il en est aujourd'hui, et pour quelques semaines encore, le président. Stéphane Vidal, bonjour. Bonjour. Alors j'aurais pu aussi dire que vous êtes un habitué de ce plateau, car il se passe toujours des choses chez Primonial. Depuis le lancement de cette émission, c'était il y a 5 ans, vous êtes venu une fois par an, systématiquement. Une fois, vous êtes même venu 2 fois. Nous gardons tous les deux en souvenir, je pense, la mémoire d'une émission qui avait eu lieu le 2 mars 2022. Certains diront donc que vous avez ici votre ronde serviette. Alors, je vous propose donc de vous cuisiner en mode entrée, plat, dessert. En entrée, on parlera d'actualité. En plat, on réfléchira à l'état du marché. Puis en dessert, on parlera de vous. Déjà, en guise d'apéro, vous êtes gourmand ? De trop. Alors, on attaque tout de suite par l'entrée. On va revenir sur l'actualité. Le 6 février 2024, vous annonciez être rentré en négociation exclusive avec Cristal pour la cession de Primonial Ingénierie et Développement, qui est l'entité qui est dirigée par Rachel de Valicourt. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors, on a signé le SPA et donc on est dans l'attente de lever la condition suspensive de la concurrence, l'autorité de la concurrence. Et donc, on peut espérer un closing de cette opération le 30 juin. Si on regarde cette activité, en réalité, c'est quoi ? C'est du B2C, du B2B ? Les deux. C'était la spécificité, et c'est la spécificité de Primonial Ingénierie et Développement. C'est cette distribution multicanale qui a toujours existé d'ailleurs chez Primonial. En gros, les flux, c'est 2 tiers d'ailleurs le B2B, 1 tiers le B2C. Et c'est là où on voit une possible bonne complémentarité avec Cristal, puisque Cristal, c'est plutôt l'inverse. Ils sont beaucoup plus B2C que B2B. Et moi, vous savez que je suis un passionné du multicanal parce que je pense que ça apporte beaucoup à l'un et à l'autre. On a tendance souvent à vouloir les opposer, pas du tout. Au contraire, ils sont très complémentaires. On a toujours dit que nos concurrents, c'était pas les B2B, le B2C, c'était les banques. Et je trouve que ça crée beaucoup de valeur à manier les 2 canaux. Et donc, ça sera encore le cas demain et j'en suis ravi. Donc, closing proche. Dans les travées de Patrimonial, l'an dernier, j'avais croisé Bruno Narchal, le fondateur de Cristal, et je l'avais interpellé à ma mode traditionnelle, en charriant un peu, en lui disant, tiens, on veut racheter Primonial sans y mettre le prix. Ils y ont mis le prix ? Ils ont mis le prix. On n'en sera pas plus ? Non, ça sert à rien. Mais non, mais c'est surtout, ce qui nous importe, et moi le premier, c'est de confier cette BU du groupe Primonial, de le confier à des gens bien, à des gens qui ont un projet, à des gens qui respectent tout ce qui a été fait. Et Bruno est très fier de faire cette opération avec cette marque qui est quand même une marque pas commune. Et voilà, et je suis très confiant dans sa capacité, avec Jean-Maximilien, avec toute l'équipe, de continuer l'œuvre, on va dire, mais de la compléter, de la booster, d'en faire quelque chose d'encore mieux positionné sur le marché au service de nos clients. Cette BU, qu'est-ce qu'il y a exactement dedans ? Parce que quand vous êtes venu plusieurs fois sur ce plateau, on a parlé d'un certain nombre d'acquisitions. Il y avait eu Net Investissement, il y avait eu Limo. Donc, qu'est-ce qui est réellement dans cette entité ? C'est principalement les gros, on va dire, les gros acteurs de la distribution, c'est-à-dire Primonial Partenaire, qui est toute la gestion du B2B, et Primonial Gestion Privée, qui est le B2C. Parce que, en gros, Primonial Gestion Privée gère à peu près 30 000 clients, et on a à peu près 95 000 clients indirects par le B2B. Donc, c'est principalement ça. Net Investissement, rappelez-vous, c'était un canal de distribution et de communication qu'on avait acquis en 2021. Voilà, donc ça fait partie évidemment du lot, si j'ose dire. Les deux entités qui ne font pas partie de l'opération avec Cristal, c'est UGP. UGP est une structure dont on a 51% et qui est un broker et un designer de produits structurés à destination des clients corporate. Donc très complémentaire à ce qu'on fait, mais ça faisait un gros paquet, on va dire, structuré, donc c'est pour ça qu'on détourne UGP. Ok, donc UGP, ça reste dans le périmètre ? Dans le périmètre de notre holding où il y aura la partie immobilière. Ok, et de par la spécificité, citer le fait que ce soit de la clientèle corporate, alors que le partie structurée... c'est plutôt du retail. En revanche, SIS c'est très retail, et alors que du UGP c'est très corporate.
C'est pour ça qu'on avait fait cette opération. Bien, je voudrais qu'on regarde donc le groupe. On dit qu'il y a UGP qui reste, on dit qu'il y a la partie gestion privée, Primonial Partners qui va rejoindre Cristal. L'autre grosse partie du groupe, depuis la cession de l'FDE, c'est Primonial REM. Ouais. Alors, est-ce que vous diriez aujourd'hui que la maison est en crise? Primonial REM? Ouais. Non, franchement, c'est une magnifique entreprise. C'est la success story de ces 15 dernières années. Après, on a vécu, enfin, je vais répéter ce que tout le monde dit sur vos plateaux depuis des semaines. On a vécu en 2023 un changement macroéconomique qu'on n'avait pas pu imaginer dans sa brutalité, dans sa rapidité et dans sa puissance. Bon. Et ce mouvement sur les taux a finalement changé complètement la hiérarchie des placements. Et donc, mécaniquement, vous avez une classe d'actifs immobilières qui n'a plus de prime de risque par rapport aux actifs sans risque, et donc qui est moins demandée par les clients, et c'est normal. Est-ce que vous préférez avoir un risque immobilier avec un rendement ou le même rendement sans risque du tout, liquide tous les jours, etc. C'est logique, humain, comme réaction de nos clients. Ça c'est le premier effet, donc un effet de moins de collecte, normal. Mais il y a un deuxième effet, c'est que quand il n'y a plus de prime de risque, mécaniquement, les évaluateurs, dans des produits mark-to-market, les évaluateurs, ils ont tendance à réévaluer ces produits-là, ces actifs-là, en redonnant de la prime de risque de façon un peu mécanique. Et donc, quand vous passez un actif de 4 à 5%, c'est 20% de baisse. Voilà. Donc, c'est l'effet négatif du mark-sur-market, puisque rappelons-nous quand même que le placement immobilier, notamment pour nos clients retail, c'est des placements qui durent 20, 22, 23 ans. Donc, c'est un épisode pas agréable du tout, et je m'adresse aujourd'hui à tous nos clients, à tous nos distributeurs, c'est pas agréable. Alors, nous ne sommes pas les seuls, évidemment, à avoir subi ces effets-là. Il y a différentes catégories d'acteurs. Nous faisons partie des acteurs, on va dire, installés, avec beaucoup de stock, parce qu'on a fait de très belles opérations. Donc, évidemment, on subit plus que ceux qui n'ont pas de stock. Voilà. Mais en 2011, quand on a commencé, c'était un peu la même chose. Voilà. Je reviens quand même à ma question. Il y a eu des mouvements qui ont été annoncés. Le départ, par exemple, de Stéphanie Lacroix. Qu'est-ce qui change au niveau du management de Primonial REM et pourquoi? Alors, Laurent Fléché a annoncé aussi bientôt le départ de Grégory Frappé. Grégory Frappé et Stéphanie Lacroix sont les deux fondateurs de Primonial REM. Rappelez-vous, quand André Camou a rejoint Primonial, c'est sous l'égide d'André que cette activité a été créée dans le groupe. Et tout de suite, il est allé chercher les deux personnes en qui il avait confiance, qui étaient Grégory et Stéphanie à la Française, ex-UFG, tout le passé d'André. Donc, ce sont deux personnalités du monde de l'immobilier extraordinaires qui ont fait un parcours extraordinaire. Il s'avère que l'actualité fait que la classe d'actifs immobilières, elle va être pendant encore quelques mois moins présente dans les allocations, que ce soit de nos clients institutionnels ou retail. Quand je dis institutionnels, c'est souvent les assureurs vie. Et que dans ces moments-là, si j'ose dire, c'est parfois le bon moment pour ces gens-là de dire « Ok, je vais faire un petit peu autre chose ». Et pour nous, en tant que dirigeants du groupe, c'est aussi un bon moment de dire « Tiens, on met une nouvelle équipe en place ». Mais ça n'enlève pas le fait que ces deux-là soient les Mbappé de l'immobilier. Mais Mbappé, de temps en temps, il faut le sortir du match. Et eux-mêmes disent, voilà, on va faire autre chose. On a fait 15 ans, 17 ans les deux. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui restent 17 ans dans la même entreprise. Je suis très fier d'eux, très fier du boulot qu'ils ont fait. Et puis c'est une nouvelle histoire qui va s'écrire avec d'autres personnalités. Et c'est la vie de l'entreprise. Heureusement que c'est comme ça que ça marche. D'autres personnalités qui? On a, par exemple, vous avez essayé de me faire donner le nom du successeur de Grégory, donc je ne vous le donnerai pas parce que je ne veux pas donner. Il y a plein de choses qui se disent dans la presse. Parfois, la presse dit des choses vraies, donc voilà. Mais voilà, le nouveau président du directoire de Primonial REM France, c'est un grand nom du secteur d'activité, de notre secteur d'activité. C'est quelqu'un à qui on a toute confiance pour continuer l'œuvre et puis écrire une nouvelle page, parce que je pense que les entreprises doivent être incarnées. Et bien, chacun amène sa touche, et je voudrais que cette personne amène sa touche, et je suis certain qu'ils veulent l'amener. Voilà. Voilà, donc ça fait partie des affaires. Charles Ragon, que vous avez reçu il n'y a pas assez longtemps, qui était le patron de l'asset management, d'ailleurs le patron de l'asset management et de la transaction, c'est quelqu'un de très talentueux. Catherine Martin, enfin toutes les équipes sont là pour faire en sorte que
tout ce qui marche bien continue de bien marcher, et puis que le nouveau patron amène sa patte. C'est la vie de l'entreprise. Ok, d'autres nominations également au sein de Primonial RM France ont été officialisées? Alors, on a Antoine Depigny qui, par le départ de Stéphanie, prend du galon, et c'est bien. Ça crée aussi des aspirations, ces moments-là. Et Antoine est un grand professionnel et qui a démontré sa résistance dans des moments qui n'ont pas été simples, franchement, et il faut le dire, il faut pas en avoir peur de le dire, c'est des moments qui n'ont pas été simples. Et tout ceci va s'améliorer, tout ceci va revenir dans la droite ligne avec les contextes macroéconomiques qui devraient s'améliorer. C'est le bon moment aussi de nommer des gens et de les remercier pour le travail qu'ils ont fait dans ces mois les plus difficiles. Vous savez, c'est dans les moments un peu complexes qu'on voit les bons. C'est pas quand tout va bien. Ok, vous me dites donc de nouvelles têtes chez Primonial RM France. Si jamais je vous dis que dans le plateau des clubs experts, éventuellement, on pourra retrouver les habituels, vous me contredirez pas? Je ne vous contredis jamais. Ok, parfait. Je voudrais, donc là, on vient de regarder les opérations récentes liées notamment avec l'opération Cristal. Je voudrais qu'on prenne un peu plus de distance, parce que je disais, vous êtes arrivé dans le groupe en 2012. Ouais. Patrick Petitjean, qui était le fondateur et le dirigeant du groupe, est décédé en juillet 2013. 2014, vous devenez directeur général. 2017, l'emblématique André Camot, dont vous parliez il y a de cela quelques instants, vous a proposé de prendre sa suite à la présidence. Depuis tout ce temps-là, je vous ai eu en plateau, vous m'avez annoncé des acquisitions, des cessions, des LFDE rentre, LFDE sort, etc. On pourrait se dire que quand vous étiez jeune, vous deviez aimer les Lego. Si je vous demande de me raconter l'histoire Primonial, vos 12 ans de Primonial, vu côté Stéphane Vidal, en quelques mots. C'est sûr que c'est une entreprise qui est pas comme les autres. Mais vous savez, vous avez retracé dans mon CV mon passage au Club Méditerranée, plutôt dans la finance, et puis après je dirigeais les ventes pour l'Europe. Donc j'étais un peu pareil, j'ai fait plusieurs métiers dans le groupe, mais pour moi, ce groupe Primonial et Club Med, c'est de la même veine, dans des secteurs d'activité évidemment différents, mais ce sont des entreprises qui laissent pas indifférents, c'est des entreprises où qu'on vit matin, midi, soir, nuit, etc. On est tous très engagés, et on l'a vérifié dans les périodes qu'on a vécues. Je pense à Covid, je pense au non-deal Altaria. Parfois, vous vous dites, est-ce que les gens vont nous suivre? Est-ce qu'ils vont garder cette motivation? Voilà, c'est une entreprise pas comme les autres, et j'en suis extrêmement fier. Donc, si vous voulez, moi, si j'essaie de... La cohérence de la construction. Ouais. Non, alors, en fait, ce sont les phases. Quand en 2013, Patrick décède, on a un sujet, c'est de remanier le capital du groupe qui était détenu à l'époque à 70% par des personnes physiques. Bon, ça, très clairement, il fallait... Étant donné qu'on voulait institutionnaliser le groupe, c'est-à-dire développer une clientèle institutionnelle, il fallait que nous-mêmes, on se l'applique et qu'on ait un actionnariat un peu plus institutionnel. Et c'est là qu'on est allé chercher Arkea, rappelez-vous, 2014, qui sont rentrés à 45% dans le capital, qui a tout de suite institutionnalisé le groupe. Donc, il y a eu une phase institutionnalisation, on va dire, de 2013 à 14 jusqu'à 16. Voilà. Et beaucoup de développement pendant cette période-là, beaucoup de développement organique. On n'a rien acheté du tout. Beaucoup de développement organique avec la croissance que vous connaissez. Je rappelle, quand je suis arrivé, nous, je crois qu'on gérait 6 ou 7 milliards. D'accord. Tout le groupe. Et puis, on a voulu, à un moment, fin 2016, se dire, voilà, l'objectif, c'est de devenir une plateforme multi-asset européenne. C'était ça, le sujet. Et on a toujours choisi nos actionnaires par rapport à l'ambition qu'on avait, la stratégie du groupe, pas l'inverse. Et donc, on s'est dit, pour faire ça, il va falloir qu'on mène quelques acquisitions et on va aller chercher un fonds d'investissement international, etc. Et c'est là que Bridgepoint rentre en 2017 au capital du groupe. Et ça, c'est la phase construction de la plateforme multi-asset et notamment européenne. Et donc, c'est le moment où, en effet, on achète la financière de l'échiquier, où on achète les minoritaires de Primonial RM France, qui appartient à l'UFF, on fait Aviarent, donc un asset manager en Allemagne. Enfin, on déroule notre feuille de route telle qu'on l'avait prévue fin 2016. En 2019, on a un tour de table un peu technique, d'accord. Arkea qui est sorti, on fait rentrer un assureur plus gros, Sogecap, etc. Et puis, donc l'idée, c'était de continuer cette phase d'internationalisation et d'européanisation. Covid passe par là.
on se pose tous des questions pendant le Covid. Finalement, on s'est aperçu que ça s'est plutôt bien passé dans nos activités. On s'est aperçu que les équipes étaient très là et c'était une vraie fierté pour nous. Et puis après, il y a Altarea. Et quand on fait Altarea, on se rend compte que, et je vous l'avais dit sur ce même plateau, c'est qu'au bout d'un moment, je pense que le capital développement, quand vous passez de 6 milliards à 45 à l'époque ou quelque chose comme ça, c'est pas qu'il a ses limites, mais au bout d'un moment, je pense que les industriels retournent aux industriels. Et c'est le deal Altarea qu'on essaie de faire en 2021. Voilà. Mais dans ce deal Altarea, on comprend aussi que quand vous avez une prédominance immobilière, ben, l'industriel, il va pas acheter à la LDE. Hein, on l'avait prévu, on en avait parlé sur ce même plateau. Et quand le deal Altarea se fait pas, on se dit, nos 3 BU, finalement, au lieu de faire un leader européen avec un industriel, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Parce que, vous le savez, et c'est, je pense, un défaut de notre secteur, c'est qu'il n'y a pas de gros acteurs européens dans le wealth management au sens large. Voilà. Et qu'on ne va pas arriver, en fait, à trouver un industriel qui prendra l'ensemble, devenu gros, 58 milliards. Et les fonds financiers, on va dire, ils sont capables de mettre de gros montants, mais de façon très silotée. Et c'est là où on se dit, finalement, on va pas faire un primonial, on va faire des primoniales. Et on va faire un primonial immobilier, un primonial truc, etc. Je voudrais vous entendre. Donc, le projet est clairement évolutif, puisque on se dit au début, on va faire un acteur multi-asset européen pour finalement nous dire on va faire des spécialistes et qui vont mener leur vie. Qu'est-ce qui a, entre guillemets, été le caillou dans la chaussure le plus gros? On a tous en tête le sujet Altarea et je faisais tout à l'heure référence à l'émission qu'on avait faite le 2 mars qui avait été journalistiquement intéressante puisqu'on était censé faire une émission bien plus tard et puis je vous avais appelé le matin en disant est-ce qu'on pourrait la faire aujourd'hui, ça serait plus cohérent. On avait fini par trouver le studio, la disponibilité du studio, on l'avait fait à 20h. Vous m'aviez donné 10 minutes à l'heure du déjeuner pour la préparer et ce jour-là, j'avais vraisemblablement passé plus de temps avec Alain Taravella pour échanger, pour avoir sa vision des choses qu'avec vous pour préparer cette émission. Est-ce que le principal caillou, c'est l'affaire Taravella et l'affaire Altarea, ou est-ce que quelque part il y avait déjà eu des prémices de nécessité de changement? Moi, j'ai le souvenir d'un échange en 2019 lorsque vous aviez, à l'occasion de votre deuxième LBO, expliqué à la place et aux journalistes que vous aviez de grands projets, etc. Et puis finalement, quand vous aviez fait une annonce, vous nous aviez expliqué que c'était un peu le plan B et que le plan B était quand même aussi bien, voire mieux que le plan A. Ouais, mais je continue de le dire. Le plan A, c'est un plan facile, c'est un plan évident. On prend un grand fonds d'investissement majoritaire, on le remplace par un grand fonds international majoritaire, et puis on recharge et on repart. Bon. Le plan B, c'était un plan où, dans la tour de table que nous mettions en place, il y avait des industriels, il y a toujours d'ailleurs des industriels, alors dont on ne parle pas beaucoup parce qu'ils sont frontés par la tour capital. Aujourd'hui, pour mémoire, le capital, c'est en gros 33-34% la tour, 33-34% Bridgepoint, 16-17 Sogecap et par. D'accord. Et derrière la tour, il y a des gens comme Aberdeen, Grosvenor, Aberdeen, LGT. Bon. Et donc, notre idée en 2019, c'était de se dire, soit on prend un pur fonds financier qui amène surtout de l'argent, soit on commence à avoir autour de nous des industriels. C'était un prémisse de ce qu'on voulait faire avec la partie immobilière 2 ans après, sans le savoir évidemment. Et donc, c'était ça qui est intéressant, très intéressant dans ce tour de table, c'est d'avoir un tour de table d'actionnaires aussi industriels. Pour tout vous dire, être très transparent, on avait commencé à beaucoup se parler. Mais je rappelle qu'on a closé décembre 2019 et qu'en mars 2020, on a mis tout le monde à la maison pendant 3 mois. Et donc, on a arrêté les discussions. Et puis, très rapidement après, est arrivé le sujet Altarea. Mais en fait, il ne faut pas considérer un plan B comme moins bien qu'un plan A parce que c'est la lettre B, que c'est la deuxième de l'alphabet. C'est un plan A ou un plan A' ou un plan A seconde. Voilà. Et nous, on avait trouvé que c'était intéressant et qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite dans notre développement avec des industriels autour de la table, type LGT, type Grosvenor, type Aberdeen, parce qu'on n'est pas assureur, et c'était bien d'avoir aussi un gros assureur autour de table, en plus de Sogecap. On en est où dans le procès avec Altarea? Vous savez, la justice française est quand même extrêmement longue, donc ça fait, vous l'avez rappelé, ça va faire plus de 2 ans, puisque c'était 2 mars 2022. Voilà, donc on est au tribunal de commerce, le dossier suit son cours, on a un très bon dossier, on a un dossier très étayé. On a eu une audience un peu technique il y a 3 semaines
sur un sujet de contradiction de déclaration sur l'honneur entre M. Taravella et moi, donc qui devrait aboutir. Voilà, mais moi j'espère de tout cœur que le tribunal nous donnera raison, parce que ça, pour nous, bien sûr, mais aussi pour la profession, mais pas que d'ailleurs financière, hein, pour la profession des affaires, on va dire, pour renforcer la force des contrats, ouais. Parfait. C'était l'entrée. Avant qu'on place au plat, je vous propose un petit trou normand sous la forme d'un film. On regarde de suite. Sélectionnez avec soin chaque élément. Travaillez la matière. Réalisez avec précision. Créez des associations uniques. Dans la grande cuisine, il faut savoir innover. Pour gérer son argent, c'est pareil. Primonial, des idées neuves pour votre argent. Stéphane Vidal, nous sommes en 2017 ouais. Quand vous faites cette publicité sur des médias grand public. Pourquoi j'ai mis cette pub à ce moment-là? Parce qu'on passe au plat de résistance et un peu les réflexions sur le marché. À cette époque-là, très clairement, vous affirmez une volonté de créer une marque. Et aujourd'hui, lorsque je regarde ce qui se passe sur la place, tous les gens qui cherchent à consolider, cherchent à recréer des marques et à fédérer tout le monde, sur leur marque. Quelle leçon vous tirez de l'exercice que vous avez mené de la création d'une marque? Et est-ce que c'est un exercice aisé dans un environnement où il y a des marques très puissantes, notamment du côté des banques assureurs? Non, la réponse est presque dans votre question. C'est pas aisé parce que vous avez de très grosses marques autour de vous. Et même si tout le monde peut critiquer les banquiers, c'est moins agile que nous, c'est moins ceci, c'est moins ce que là, c'est moins innovant, c'est moins tout ce que vous voulez, la marque Société Générale, la marque BNP ou la marque Crédit Mutuel ou toutes les marques bancaires, elles ont un avantage concurrentiel sur nous qui est cette visibilité de la marque en permanence, il y a le crédit, etc., etc. Donc, je crois que nous, on ne cherche pas à se battre avec les banques. C'est pas le sujet. On aura toujours moins de notoriété que les banques, c'est sûr. Par contre, que ce secteur des indépendants, qui représente aujourd'hui, qui est le seul qui croît d'ailleurs depuis des années, mais qui ne représente encore aujourd'hui que quoi, 7-8% des actifs français, crée des marques représentatives, sérieuses, et qui illustrent bien le travail qui est fait dans nos usines, dans nos boutiques, c'est une bonne chose. Voilà. Et le film qu'on a fait là en 2017, alors il y avait plusieurs. Aujourd'hui, on va être très transparent. J'avais aussi une ambition quand on a fait ce film en 2017. On était les premiers à faire entrer des gros fonds d'investissement chez nous. Et j'ai pu entendre à l'époque, vous savez, quand vous êtes un peu devant, c'est normal. Les gens vous regardent beaucoup et commandent beaucoup et c'est très bien. Le jour où on parle plus de vous, c'est que vous n'existez plus. Mais les fonds d'investissement vont rentrer. Vous savez, les fonds d'investissement, c'est les cost killers, etc., etc. Un film, ça coûte très cher. Le passer sur des réseaux au grand public, ça coûte très cher. Bon. Il y avait aussi un message que j'envoyais à l'époque de dire c'est pas parce qu'un grand fonds est rentré chez nous que c'est un fonds qui va lier le management, ligoter le management dans sa façon de faire. Ça, c'est une première chose. Et deux, c'était en effet que cette marque, elle résonne dans le grand public parce que même si on est intermédiaire pour beaucoup, quand un client dit j'ai vu à la télé, quand un client voit le bateau toute l'année passer dans les courses, dans des magazines de voile ou ce qui n'est pas notre territoire de communication, ça facilite la relation. Est-ce que, malgré tout, le fait de faire du grand réseau télé sur une marque comme ça, il n'y avait pas une logique de faire du mass market? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il peut y avoir de la place sur du mass market ou est-ce que on est obligatoirement restreint au wealth management? C'est-à-dire sur des typologies de clientèle qui sont très différentes. Aujourd'hui, la spécificité des modèles là, on est vraiment que sur la distribution. Hein. La spécificité des modèles de distribution, c'est qu'ils coûtent de plus en plus cher à opérer pour des raisons réglementaires, pour des raisons informatiques, hein, parce que tout le monde parle de la digitalisation, c'est super, et on ne peut pas aujourd'hui passer à côté de ça. Un client ne comprendrait pas. Il achète chez nous 1% de ce qu'il achète à l'extérieur. Donc, on est obligé de faire beaucoup d'investissements. Donc, le coût, en effet, marginal est important. Donc, c'est vrai qu'un gros dossier, c'est mieux en rentabilité qu'une somme de petits dossiers. La chose truc. Mais nous, on a toujours voulu
participer à, comment dire, au fait de donner cette capacité de placer son argent un peu plus intelligemment que de le faire de façon très extrêmement simple dans une banque, au plus grand nombre. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut être gros. Parce qu'il faut être capable d'amortir nos frais, mettre des économies d'échelle, etc. Et c'est ce qui se passe dans le secteur. Pourquoi on assiste depuis 5, 6 ans, 7 ans maintenant, à de la consolidation? C'est qu'on est beaucoup plus fort quand on est gros, on est capable de mieux amortir tous ces coûts de développement et tout ce qui se passe dans le secteur proche, nos amis RS, Cyrus, etc., qui sont des grands professionnels. Pourquoi ils décident de s'allier? Ils décident de s'allier parce qu'on est beaucoup plus fort à deux et parce qu'on peut amortir beaucoup mieux les coûts de développement. Ok, vous m'avez pas tout à l'heure donné le prix de l'opération, la cession à Cristal. Vous allez peut-être me dire, dans le cadre des deals que vous avez avec eux, que devient la marque Primonial en tant que telle? Alors, parce que, je rappelle en l'occurrence, c'est quand même une maison qui cherche à développer une marque. Ouais. Alors, je rappelle que moi, je ne serai pas le dirigeant là-bas, donc mais de ce qu'on s'est dit jusqu'à présent avec les dirigeants de Cristal, c'est que ils ont une marque B2C qui s'appelle La Place, sur lesquelles je trouve qu'ils ont fait un très bon travail marketing de positionnement de la marque pour le B2C, voilà. Et ils ont une marque qui s'appelle Zénith sur la partie B2B. Leur ambition, leur volonté, on verra ce que ça donnera dans les faits, mais c'est d'installer Primonial comme la marque B2B du groupe Cristal. Voilà, ce qui est dont je suis très fier, évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en pratique que Primonial REM va changer, parce qu'on n'imagine pas que, étant donné que le groupe part à différents endroits, vous allez ressortir. J'ai le souvenir qu'à l'époque de Alain Taravella, vous travailliez sur un changement de marque de Primonial REM dans une logique européenne, que Alain Taravella avait dit, oh là là, vu ce que coûte la marque dans le deal, je vais quand même pas changer de marque. Est-ce que Primonial REM va changer de marque pour reprendre son projet d'origine? Oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Primonial REM et Primonial Ingénierie Développement, donc Primonial, demain, ce sont deux entités distinctes. Donc évidemment, on peut pas utiliser les marques indéfiniment. Donc on va ressortir des cartons, mais une très belle marque, mais dont je laisserai Laurent faire l'annonce bientôt. Mais on va ressortir ce qu'on avait prévu, vous avez raison. C'est Alain Taravella qui nous avait dit non, moi je veux garder Primonial REM pour l'instant, on verra plus tard, etc. Donc on avait remis ça dans un carton, on va la ressortir. Et normalement, au closing de l'opération, potentiellement le 30 juin, on fera le changement de marque de Primonial REM pour que Primonial puisse exister avec la partie Cristal. Dans la publicité qu'on a vu tout à l'heure, sur le dernier élément, il y a marqué premier groupe indépendant de gestion de patrimoine. Le mot indépendant, est-ce que les clients sont sensibles au fait d'avoir en face d'eux des acteurs indépendants? Oui, je pense. Alors, c'est l'indépendance par rapport à quoi? Parce que, pareil, à chaque fois, on me dit, oui, mais indépendant, mais tu es détenu majoritairement par des fonds, donc tu n'es plus indépendant. Non, un fonds, pour moi, c'est indépendant parce que c'est un acteur financier, c'est pas un acteur du secteur. Si d'un matin, on avait vendu Primonial à une grande banque, là, j'aurais perdu mon indépendance, puisque je suis affilié à un industriel du secteur. Donc, le mot d'indépendance, c'est par rapport au métier. Moi, je pense que les clients sont très sensibles à l'indépendance parce qu'ils sont très sensibles à l'open architecture. Voilà. Très sensibles au fait que le conseiller soit capable d'aller chercher les produits qu'il veut sans être tenu, et c'est ce qui nous différencie souvent des banques d'ailleurs, parce que les réseaux bancaires vendent la production faite en interne. Et je crois que c'est ça qui nous différencie et il faut que ça continue à l'être. Donc je crois beaucoup à l'indépendance. Mais encore une fois, l'indépendance, c'est bien, mais il faut la financer. Et donc, il faut construire des modèles économiques qui nous permettent de rester indépendants très longtemps. Est-ce que c'est tenable avec les évolutions réglementaires, notamment, la risque, là, pour l'instant, passe, donc il n'y a pas d'inquiétude, mais on sent quand même une tentation générale, comme ce qui a été un peu la vôtre, à une certaine époque, de se dire, je vais quand même avoir des producteurs intégrés, parce que ça permet d'internaliser les marges. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y avait une logique de verticalisation des marges à l'époque, en se disant, en verticalisant les marges, on sera capable de mieux investir pour les futurs développements dans un modèle économique plus intégré. Nous, on s'est aperçu qu'au bout d'un moment, on n'était pas très compréhensible vu de l'extérieur, quand on parlait trop de modèles intégrés. Et en 2020, à l'issue du process 2019, en 2020, on a dit on arrête de parler d'un groupe intégré, etc. Les gens ne comprennent pas, surtout les investisseurs étrangers. On a 3 métiers, l'immobilier, l'asset management, la distribution, etc. Et donc, bien séparer les choses. Et finalement, le distributeur
enfin, les usines, comme on les appelait chez nous, sont des fournisseurs VIP, on va dire, du distributeur. Je crois que demain, il y aura plus en plus tendance à être en open architecture complète. Et voilà, et j'ai un peu l'impression que c'est ce que veut faire Bruno chez Cristal. Si on continue un peu sur la réflexion de marché, je voudrais avoir votre vision des fonds d'investissement. On dit les fonds d'investissement, le nom coté, super, formidable investissement à long terme. Vous nous avez expliqué 2017, premier tour de table, 2019, deuxième tour de table. Est-ce que finalement, les fonds, c'est vraiment du temps long? Ou est-ce que c'est en fait du temps court parce que dès qu'ils rentrent, ils pensent à la sortie? Non. Alors, encore une fois, nous, on est un peu spécifique peut-être dans le marché, mais un fonds, quand il rentre, il ne pense pas à 5 ans, il pense à 10 ans. Pourquoi? Parce que le fonds, quand il rentre, et je crois qu'il faut l'assumer, ou alors on n'y va pas avec eux et puis on n'en parle pas. Quand on fait un choix, on l'assume. Quand un fonds rentre, il pense déjà à comment il va sortir. Mais pas comment il sort demain, mais c'est normal. Il faut bien raconter ce qu'on appelle une equity story. Donc l'equity story des 5 premières années, mais déjà être capable de dire dans 5 ans, voilà l'equity story d'après pour attirer un nouveau fonds qui vient faire un deal secondaire, tertiaire, etc. etc. Donc non, moi je ne pense pas que ce soit des temps courts. Nous, on est allé très vite dans notre capacité de dépenser notre budget d'investissement qu'on avait négocié avec eux en 2017. Et c'est pour ça qu'on a fait un tour, je disais un peu technique, en 2019. Et 2019, je parlais tout à l'heure du commencement de la réflexion avec des industriels, parce qu'on se disait on dépensera moins d'argent en faisant des deals avec nos partenaires industriels, actionnaires industriels, que si à chaque fois il fallait commencer à l'acheter, etc. C'est pour ça que nous, ça a ramassé 2017-2019. Mais on avait prévu 2017, 2005 ans après, de façon traditionnelle. Nous, c'est l'histoire du groupe qui a fait que ça s'est raccourci. En 2020, lorsqu'il y avait des milliards qui traînaient sur les comptes courants, on avait débattu et vous réfléchissiez à savoir comment on peut capter cette épargne. Est-ce que la réelle concurrence de l'épargne financière qui n'est pas investie, c'est le livret A ou est-ce que c'est l'épargne immobilière? Aujourd'hui ou il y a 2 ans? Historiquement. Ah non, historiquement, ça a été l'épargne immobilière. Mais pourquoi, dans un contexte de taux à 0, la prime de risque immobilière, allez, 400, 450 points de base pour les produits corps, donc les produits les moins rentables, qui est notre spécificité, puisqu'on fait que du corps. Peut-être qu'on va revenir d'ailleurs là-dessus tout à l'heure. Mais 450 points de base. Donc évidemment que la nature horreur du vide, 450 points de base de prime de risque, évidemment que ça a été l'épargne immobilière. Dans le cadre de la remontée brutale des taux qu'on a connue dernièrement, quand vous avez un tassement de la prime de risque, mécaniquement, encore une fois, la nature horreur du vide, ça se déplace ailleurs. Ce qu'on vit depuis plus d'1 an, et ce qui est notre plus grand concurrent aujourd'hui sur des clients mass affluent plus, sont les comptes à terme. Et sont les fonds en euros. Voilà. Fonds en euros, rappelez-vous, il y a 10 ans, même pas, qu'est-ce que je dis, 5 ans, les compagnies étaient en train de donner entre quasiment 0, 1, 1,5 pour les meilleurs. Et nous, on avait créé des choses justement qui permettaient de booster le rendement. Aujourd'hui, vous sortez des offres avec 4, 5% garantie pendant 2 ans, etc. Donc, c'est vrai que cette prime de risque immobilière qui n'existe pas pour le moment et qui va se remettre en route, on l'espère, avec les annonces des banques centrales, pour l'instant, elle est captée sur les comptes à terme, les fonds en euros des contrats d'assurance. Je voudrais qu'on poursuive la réflexion quand même sur l'immobilier. Tout à l'heure, vous m'avez répondu, mais c'est désagréable pour les épargnants, c'est désagréable, mais il y a un effet mathématique qui est que les taux remontent. Quand on passe de 4 à 5, vous m'avez dit, on perd 20%. Est-ce qu'il n'y a pas quand même eu, dans les réflexions qu'on peut avoir sur cette crise, un sujet autour de la liquidité? Autrement dit, tout à l'heure, vous répondiez sur les fonds d'investissement en disant ils pensent à 10 ans parce que ils ont 5 ans, ça va être leur truc, mais ils pensent derrière à la sortie et dès qu'ils rentrent, ils pensent à la sortie. Ce qui est très bien. Est-ce qu'on n'a pas eu ce problème en immobilier est-ce qu'on n'a pas ce problème en immobilier qui est qu'on ne pense pas suffisamment à la sortie et qu'on ne pense pas qu'on pense en tout cas insuffisamment à la liquidité de ses actifs? Non, je suis pas tout à fait d'accord. Si vous prenez la SC, alors nous on a beaucoup parlé de la note. Pourquoi? Parce que c'est la plus grosse, c'est le leader. Toutes les SC ont vécu à peu près la même trajectoire que nous sur les 2 dernières années. On va être honnête, Capimo a fait plus de bruit que les autres. Bien sûr, mais quand il m'arrivait un truc au club, on en parlait beaucoup plus que quand ça arrivait dans d'autres compagnies du tourisme. C'est normal, c'est comme ça. C'est dur à vivre parfois. Vous avez trouvé que les journalistes n'avaient pas été sympas?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, pour beaucoup, ils ont été assez factuels. Après, aujourd'hui, on est dans un monde commerçant, et donc l'accroche est importante. Hier, j'ai même vu, quand vous m'invitez ici, que j'étais dans la tourmente, personnellement. Bon, j'en ai plaisanté avec l'auteur de l'invitation. Mais voilà, ça fait de l'accroche, etc. Donc ça, c'est un truc. Après, on a plutôt été très bon élève sur les 15 dernières années. Et donc, c'est sûr que quand on dit un Capimo qui perd, si j'enlève l'effet liquidité qu'on doit remettre dans le produit, qui nous coûte 7%, liquidité aux assureurs. Je rappelle que les clients finaux, ils ont tous leur liquidité. Ce sont les assureurs. Ça nous coûte 7 points. Bon, donc la baisse de Capimo, c'est en gros, on va dire 12%. L'ensemble de nos concurrents en SC, c'est entre moins 12 et moins 16. Bon. Voilà, donc c'est vrai que les personnes avaient l'habitude, et donc ça a fait du bruit, mais j'en suis désolé, mais Laurent et Grégory, etc. en sont désolés, évidemment. Mais au bout d'un moment, c'est comme quand si on reproche aux assureurs de donner 1% à l'époque quand les taux étaient à 0. C'est malheureusement un peu le bêta du marché, quoi. Je vous ai posé une question sur les journalistes. Je voulais vous poser une question sur les assureurs. Vous trouvez qu'ils ont été fair-play de balancer la fameuse lettre de Capimo aux médias? Oh, faut pas chercher à me faire dire ça. Encore une fois, Capimo est ce qui a été un vrai sujet pour nous et un vrai sujet pour nous, c'est ce problème de communication sur lequel on était très contraint. Puisque, encore une fois, on rappelle que c'est un FIA institutionnel, que les actionnaires sont les assureurs et qu'au bout d'un moment, vous parlez aux actionnaires avant de parler aux autres parce que sinon, c'est des délit initié. Bon. Et ça met une lourdeur, et je pense qu'il faudra qu'on ait des réflexions. À l'APCI, on a commencé à évoquer ce sujet en disant il faudra qu'on ait des réflexions. On rappelle, l'APCI, c'est une association professionnelle où il y a des distributeurs et des producteurs des asset managers, dont vous avez été président pendant 4 ans. Pendant 4 ans, et qui est désormais présidé par Daniel Collignon. Par Daniel, ouais. Donc voilà, donc c'est cette gouvernance complexe d'un fonds, d'un FIA institutionnel a rendu la communication de la société de gestion pas efficace. Et je l'assume. Malheureusement, pas efficace parce que vous êtes obligé d'abord de réunir 15 personnes, 15 assureurs dans une même salle, etc. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc après on partage tous, de toute façon, c'est jamais une bonne nouvelle pour le secteur quand il se passe un truc comme ça. Donc est-ce que je regrette qu'il y ait eu trop de bruit autour de ça? La réponse est oui, parce que ça a accéléré une sorte de bank run qui lui-même a accéléré une décote obligatoire pour recréer de la liquidité. Ok, comme on traite les dossiers dans cet échange, vraiment sur le fond, je voudrais qu'on continue 2 secondes la réflexion sur l'immobilier et sur le choix qui a été fait par Primonial REM d'avoir des briques pures. Sur la logique de dire, on fait des produits purs et puis comme ça, chacun peut faire son allocation d'actifs. Est-ce que quand on fait ça, on ne fait pas quelque part, mais des trackers, des ETF, en se disant j'ai mon ETF commerce, j'ai mon ETF santé, j'ai mon ETF bureau, et grosso modo la valeur ajoutée de la société de gestion ne transparaît pas. Ça veut dire que vous misez que sur le bêta du marché. Vous ne misez pas sur le fait que, mais c'est important qu'on parle de ça. Vous ne misez pas sur le talent des équipes pour créer de la valeur au-delà du bêta du marché. L'ETF, c'est le bêta du marché. Bon. Moi, je pense que c'est pas le cas. Et d'ailleurs, malheureusement, depuis 1 an, on a un petit peu oublié, au détriment, ou au bénéfice plutôt, du sujet de valeur, de baisse de valeur, etc., le métier de l'asset manager immobilier. L'asset manager immobilier, son rôle, c'est de gérer le risque immobilier. Et c'est quoi gérer un risque immobilier? C'est gérer la dispersion des actifs, c'est gérer la relation avec son locataire, la pérennité, la fidélité du locataire, avoir un property management de premier choix, faire évoluer nos bâtiments au rythme qu'on nous impose de les faire évoluer, que ce soit dans le cadre des usages ou dans le cadre du verdissement des bâtiments. Et je fais une parenthèse. Nous, on a toujours eu sur la partie bureau une stratégie de gros ensembles. Pourquoi? Parce qu'on préférait avoir des gros sièges plutôt que des PME parce que ça déménage moins, etc. Mais aujourd'hui, et ça reste vrai. Et puis peut-être qu'avec le flex office aujourd'hui, un siège avant vous aviez 1 locataire, peut-être que demain vous en avez 2. Mais tant, c'est pas grave. Voilà. Vous avez toujours un bail. C'est ça qui est intéressant. Mais il y a un deuxième avantage à cette stratégie, c'est que la politique de verdissement, elle est beaucoup plus facile à mettre en œuvre dans des grands bâtiments que dans une succession de petits bureaux. Et ça, je crois qu'il faut que tout le monde l'ait en tête. Décret tertiaire, c'est 40% d'économie d'énergie à horizon 2040, 50 à 2030, 50 à 40 et 60 à 2050. Enfin, c'est très important ce qu'on a à faire.
Et donc, nous, on est toujours persuadés que la logique de grands ensembles s'adaptera beaucoup plus aux besoins de verdissement que les petits ensembles. Et pour revenir sur votre point, remettez en question toute la gestion thématique chez les OPCVM. Mais l'enjeu, nos clients, on leur disait pas, toi, tu vas acheter du bureau, toi, tu vas acheter du logement, toi, tu vas acheter de la santé. Comme sur les thématiques OPCVM, c'est comment on permet au client de faire son bouquet et de dire, j'ai 30% de santé, 30%, etc., mais de faire des véhicules purs, parce que nos clients institutionnels voulaient aussi des véhicules purs. OK. Dans nos échanges, on a parlé de compagnie d'assurance que vous vouliez avoir au capital. Juste, pourquoi vous n'avez jamais créé de compagnie d'assurance ? Parce que là encore, je pense que si sur la distribution, il y a un effet de taille, sur la compagnie d'assurance, il faut un vrai effet de taille et que, oui, dans le contexte là, on lance une compagnie d'assurance, évidemment, on a les meilleurs taux du marché parce qu'on n'a pas de stock, on fait toujours pareil, toujours la même histoire. Mais il faut être sérieux quand on fait les choses. Nous, on voulait pas de bilan, on est sous LBO, là encore, il faut assumer nos choix et sous LBO, les fonds n'aiment pas trop avoir de bilan et d'engagement au bilan. Mais ça nous a jamais manqué. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir des volumes suffisants pour être influent sur les partenaires assureurs. Et c'est ce qu'on a toujours voulu faire. Avoir 2-3 partenaires assureurs corps pour leur dire, chaque année, c'est 200, 300, 400 millions chacun. Et là, vous avez une capacité de négo. Quand je dis de négo, c'est pas bébête. C'est une capacité d'investissement d'un côté et de l'autre. L'assureur va développer des API, des choses, si vous lui amenez du volume. Donc, nous, on a préféré passer par le partenaire. Ça fait 41 minutes, je vois qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez encore faim pour le dessert ? Allons-y. On va donc parler de vous. J'ai tendance à dire que dans ma carrière, j'ai connu 2 Stéphane Vidal. L'homme du développement, de l'innovation, qui nous parlait de Sérénie Pierre, qui nous parlait de Target. Et puis le Stéphane Vidal, dealmaker, où on me parlait de Bridgepoint, où on me parlait de la tour. J'aurais 2 questions, une personnelle, une professionnelle. La personnelle, c'est dans quelle vie vous êtes le plus épanoui, et la professionnelle, c'est dans quelle vie vous avez eu le sentiment d'avoir été le meilleur. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que vous avez le plus kiffé ? Non, mais les deals, c'est show-off, les deals. Voilà, donc les gens se disent, quand il fait une grosse opération, que ça soit capitalistique pour le groupe ou une grosse acquisition comme la financière, qui était quelque chose quand même d'à part, voilà, ça fait show-off. Mais moi, il n'y a rien de plus qui me fait kiffer que d'avoir des équipes qui réfléchissent tous les jours pour essayer de trouver des bonnes idées, pour essayer de rendre service aux clients, trouver l'idée qui différencie. Donc, j'ai pas de préférence, c'est un package. Je ne saurais pas ne pas être chef de meute. Et à côté de ça, j'ai énormément appris sur ces 12 dernières années, sur toute cette partie capitalistique. Et donc, j'ai pas envie de choisir. Je suis Gémeaux, vous voyez, mais j'ai pas envie de choisir. Voilà. Comment expliquer ce côté chef de meute ? Il y a un truc, c'est très drôle. Les gens qui vous suivent traditionnellement de longue date. Il serait... Anne Hidalgo aurait dû vous prendre pour que tout le monde aille se baigner dans la Seine, parce que... Je suis pas sûr que j'ai fait l'engagement. Comment vous expliquez ça ? Non, mais c'est pas Stéphane Vidal, c'est une boîte qui est... c'est une entreprise pas comme les autres, encore une fois, mais moi j'ai connu ça au club, c'était des boîtes pas comme les autres. Et vous avez... Henri Giscard d'Estaing au club est un grand leader, et ça n'enlève rien à ses qualités, mais il a une marque, il a un état d'esprit qui est là. Et nous, on a développé avec mes associés, mes proches associés, notamment Laurent, depuis 12 ans tous les deux, quelque chose qui est pas commun. Et je pense qu'en termes de management, vous savez, le management, je dis toujours, c'est comme l'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'il faut être juste. Si vous leur gueulez tout le temps dessus, ils écoutent plus. Si vous leur dites tout le temps que c'est bien, ils écoutent plus. Et au bout d'un moment, il faut être juste. Donc, il faut être capable de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, quasiment dans la même phrase. Et je crois que c'est le modèle de management que nous, on applique, qui est très, qui donne sa chance à tout le monde, qui fait monter les gens. Et je crois que ça plaît, voilà. Comment elles vont les équipes d'ailleurs ? Parce que c'est un peu entre d'un côté où ça tangue un peu sur le marché immobilier, de l'autre côté, c'était pas forcément la voie qui était, même si ça y est, vous aviez un peu préparé le terrain depuis déjà un certain temps. Il y avait quand même une culture en disant c'est nous qui allons grossir, et puis là on va se retrouver dans un ensemble qui est un ensemble autre. Comment vont les équipes ? Enfin, franchement, je pense qu'elles vont bien. Encore une fois, moi, je ne mets pas de côté l'année qu'on vient de passer et c'est derrière nous et les choses vont s'améliorer. Donc, c'est bien de voir aussi le bout du tunnel, mais ça a été dur. Ça a été dur pour les gérants immobiliers, ça a été dur pour la distribution, ça a été dur pour nos clients. Et encore une fois, je parle de nous, mais c'est le secteur.
Donc voilà, c'est dur, mais c'est dans ces moments-là que vous voyez les gens qui tiennent la route et avec qui vous partez à la guerre si demain il se passe quelque chose. Et moi, je suis extrêmement fier de ça. Voilà, après, moi, quand je regarde ce qu'on a fait, on n'a pas fait un prémonial, on va faire 3 prémoniales, c'est-à-dire que je pense qu'il y aura toujours du prémonial chez LFDE. On a acheté LFDE, ça gérait 8 milliards, on est monté jusqu'à 15 quand ils étaient chez nous. Aujourd'hui, LFDE, c'est 27 milliards parce qu'il vient d'avoir la fusion avec Tocqueville. Ça fait partie des 3 sociétés de gestion françaises indépendantes, comme on dit, c'est-à-dire DNCA, Carmignac, LFDE. Pour moi, c'est les 3. Je suis extrêmement fier de ça. Il y aura toujours du prémonial. Une de mes plus belles rencontres professionnelles, c'est Béranger, Olivier. Il y aura toujours du prémonial. Il y aura toujours cet esprit. Je pense qu'il y aura toujours de l'esprit prémonial chez Cristal. Et en plus, il nous ressemble un peu, donc ça sera encore plus simple. Et il y aura du prémonial quand un jour ou l'autre, et c'est pas, je lance pas de rumeurs, de scoop, etc., mais ça arrivera, Prémonial REM, alors son nouveau nom, la partie immobilière, participera au renforcement d'un grand acteur, à mon avis, mondial, et qui viendra récupérer une plateforme construite et organisée en Europe, qui gère quand même 40 milliards d'euros, avec de grands professionnels à l'intérieur. Et il y aura toujours du prémonial dans ces 3. Donc, au lieu de le faire sur un bloc, on le fait sur 3 blocs. Ok, il y a un sujet dont je ne vous ai pas parlé, c'est le bateau. C'est Sébastien Rogue. Ouais. Donc, il va partir chez Cristal. Oui, absolument, avec la marque Prémonial. Ouais, ouais. Ok. N'oublions pas que c'est grâce à Benoît Lombard de La Place que j'ai rencontré Sébastien il y a quelques années maintenant. D'ailleurs, il y a une petite place déjà, La Place, sur le Génois. Et donc, ils vont récupérer le bateau et l'engagement que j'ai pris de 4 ans. Une réflexion sur Sébastien. Sébastien, il gagne la Jacques Vabre en 2021 avec un bateau qui n'est pas le meilleur. Ouais, qui est le plus ancien, oui. Le plus ancien, c'était pas le plus léger, c'était pas. En 2023, il casse. Est-ce que du coup, l'homme est moins faillible que la machine? Je pense que la machine est plus imprévisible que l'homme, oui. Sébastien, j'ai une confiance aveugle. C'est un type extraordinaire, qui a une passion qui l'anime tous les jours. Et je sais qu'il fait tout ce qu'il peut, voilà, pour nous satisfaire. Et c'est pas que gagner des courses. Évidemment, on aime bien gagner des courses, hein, pas dire le contraire, mais c'est aussi comment on gère ce partenariat tous les deux, comment il s'occupe de nos clients quand on les amène sur le bateau, de nos équipes. Voilà, le bateau, ça a été un peu le fil d'Ariane du groupe dans 3 activités très différentes. C'est un peu notre fil d'Ariane. Moi, quand je voyais des articles de presse groupe avec le bateau, je dis ça y est, on a réussi. C'est notre fil d'Ariane. Voilà, mais oui, bien sûr que Sébastien est beaucoup plus fiable que la machine. Bon, là, elle est remise à l'eau aujourd'hui, hein, elle est réparée, donc maintenant Alors, Sébastien, il est dans une catégorie, ça s'appelle les Ocean 50, c'est une catégorie qui a été créée récemment, qui est une classe à part. Est-ce que ça doit être la logique des indépendants, ou est-ce que finalement la logique des indépendants, ça doit être d'être dans leur propre classe, ou est-ce que ça doit être de se dire, non, il faut malgré tout les fighter avec... Moi, je pense qu'il faut rester dans notre classe. Pourquoi j'ai investi dans Ocean 50 et pas dans un classe 40 à l'époque? Parce que classe 40, il y en a au moins 40. Ocean 50, à l'époque où j'ai investi dedans, il y en avait 3. Donc le calcul était simple. Est-ce que je serais plus visible 1 sur 3 que 1 sur 40? Bon. Pour moi, ça répond à votre question. C'est la même logique. Je pense qu'on a une spécificité, une force, une capacité d'innovation, les indépendants, par notre légèreté vis-à-vis des grands réseaux, etc., qu'il faut qu'on cultive. Mais, on rejoint la question de la marque, il faut des grandes marques. Il faut des grandes marques. Et plus il y aura de grandes marques, mieux ça sera pour le secteur. Hier soir, à l'heure où j'étais en train de préparer mes fiches, j'étais devant mon ordinateur alors que j'aurais dû me déconnecter. Quand j'ai vu apparaître sur un post un like de Sébastien Rogue à propos de cette émission, donc je me suis permis d'échanger avec lui en lui disant bonjour Sébastien, si tu veux, je te laisse ma place pendant 5 minutes. Donc il m'a envoyé un petit message. Donc la question de Sébastien est la suivante. Steph, depuis maintenant 5 ans que j'ai la chance d'avoir des souvenirs hors normes plein la tête avec notre bateau, bientôt tu transmettras la barre de ce fier navire à Cristal. Et toi, quel est ton meilleur souvenir depuis que tu es le capitaine de Prémonial? Je t'embrasse. C'est compliqué. C'est compliqué, beaucoup. Beaucoup. Donc j'aurais du mal à choisir. Beaucoup. C'est une expérience. Voilà. C'est une expérience et surtout ce qui me fait plaisir, c'est je vais laisser la barre de la holding à mon ami et associé Laurent Fléché. Ça fait 12 ans qu'on bosse ensemble. Quand les gens ne nous connaissent pas de l'extérieur, on a l'air extrêmement différents. On est extrêmement complémentaires. On co-dirige ce groupe depuis 12 ans tous les deux. Quand Patrick est décédé, André a fait la répartition des petits pains. Moi, j'ai vu Laurent, j'ai dit, écoute,
évidemment, un grand professionnel de l'immobilier gère la partie immobilière. Je m'occupe de tout le reste, la distrib, l'asset management, le capital, la dette, les choses, etc. On s'est organisé comme ça. Et donc demain, enfin, la dette est là, l'equity est là. Voilà, il n'y a plus qu'une activité, c'est la partie immobilière principalement, très principalement. Et donc je suis confiant pour que Laurent continue à œuvrer. Et je suis ravi que ce soit lui, bien sûr. Donc voilà, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il va y avoir une continuité et que du Primonial, il y en aura chez l'FDE, chez Cristal, pour très longtemps. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'ego. Maintenant, je voudrais parler d'ego. Est-ce que le problème de la consolidation du secteur, c'est pas la gestion des égos? Je ne sais pas si c'est du secteur. Il faut gérer les égos. Et quand on est dirigeant, il faut avoir un peu d'ego. Moi, je ne crois pas aux gens qui disent j'ai pas d'ego. Ou alors, l'ego, c'est pas. C'est comme le cholestérol. Il y a le bon ego et le mauvais ego. Voilà. Et le bon ego, c'est la capacité de se dire qu'on est capable de tracter des équipes, on est capable de les faire travailler, de les faire réfléchir, parce que franchement, moi, je sais pas faire grand-chose. Hein, c'est les équipes qui font, mais il faut une courroie d'entraînement. Voilà. Donc ça, c'est du bon ego, je pense. Mauvais ego, c'est l'ego qui va taper sur l'autre pour exister, etc. Ça marche pas. Mais c'est pas spécifique à notre métier. C'est global. Oui, il faut que les égos arrivent à s'entendre. Avec Laurent, on a toujours eu énormément de respect l'un pour l'autre. Et c'est pour ça qu'on a passé 12 ans, voilà, de façon extrêmement bien organisée, simple, dans la discussion. On a toujours été, enfin, 95% étaient d'accord. Les 5%, ben, on se mettait d'accord au final. Parce qu'il faut toujours se dire que quand on dirige, on est regardé tous les jours par les autres. Et donc, il faut envoyer un message. Donc, vous allez prochainement quitter vos fonctions, donc, que vous allez transmettre à Laurent Fléché. Est-ce que demain, vous serez capable de ne plus être un chef de meute? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Rien de précis pour l'instant. Rien de arrêté pour l'instant. Mais bon, évidemment, vous me reverrez quelque part. Mais rien d'arrêté pour l'instant. Je crois qu'il faut... J'ai déjeuné avec Philippe Bourguignon il y a 3 jours, l'ancien président du Club Med, mon patron, et qui a été président du conseil de surveillance de Primonial pendant quasiment 5 ans. Il m'a dit n'acceptez pas dans les 3 mois des choses qu'on vous propose. Voilà, donnez-vous le temps de réfléchir à ce que vous avez envie de faire. Et donc je vais suivre son conseil. Peut-être que je viendrai interviewer des professionnels du secteur un jour. À vos côtés, je sais pas. A priori, c'est notre dernière avec votre casquette Primonial. Si vous je resterai au conseil de surveillance de la holding, bien sûr, hein, puisque je reste actionnaire de la partie immobilière. Vous viendrez avec Laurent Fléché, alors? Bien sûr, avec mon Laurent, bien sûr. Un mot de conclusion? Écoutez, c'est donc ma 11e édition annuelle, hein, avec Georges, hein, depuis 11 ans, 2014. C'est vrai qu'on a vécu plein de choses et je suis ravi. L'histoire à écrire est encore très longue et je suis très heureux des rencontres que j'ai fait dans ce secteur et notamment je pense à l'APECI. C'est un des rares secteurs d'activité qui est capable d'avoir une sorte de think tank comme ça où il y a des discussions très libres sur des sujets concurrentiels. J'ai rarement connu ça dans d'autres secteurs d'activité et donc il faut que ça reste comme ça. Voilà, je pense que on disait tout à l'heure, est-ce qu'on se mêle avec les banques, etc. Je ne le pense pas. Il faut gérer notre différence, notre distinction, mais il faut le faire en bonne intelligence pour que tout le monde croisse. Merci beaucoup. Merci à vous. Stéphane, je voudrais vous adresser un mot professionnel et personnel en même temps. Donc merci au nom de toutes les équipes de Plus Encore, effectivement, de votre fidélité. Mot plus personnel, dans les choses, dans les histoires et dans les rencontres qui ont été les nôtres, je garde toujours en mémoire notre première rencontre et elle était assez rigolote. Ah bon? Parce que j'ai œuvré pendant de longues années sur l'antenne de BFM Business et puis à partir d'un certain moment, je trouvais que j'étais un peu la caricature de moi-même dans mes coups de gueule et donc j'avais expliqué que je voulais de temps en temps un peu livrer, changer d'exercice et puis on avait donc créé des face-à-face avec Jean-Pierre Corbel. Ouais. Et un beau jour, dans un face-à-face, on travaillait de la manière suivante. Le mercredi soir, on s'envoyait chacun 2 idées et puis on disait demain on se voit en plateau et puis on voit bien ce qui se passe. Et puis un jour, on a fait une émission et où on a parlé de Target et Jean-Pierre était enthousiaste sur ce truc-là et je suis arrivé sur le plateau en disant moi je suis désolé, j'ai regardé la doc, j'y comprends rien, donc comme j'y comprends rien, je donne comme recommandation naturellement de ne pas souscrire et à peu près dans l'heure qui a suivi, mon téléphone a sonné, c'était vous qui m'appeliez en me disant cher monsieur, on ne se connaît pas, mais si vous n'avez pas compris
venez donc dans mon bureau pour que je vous explique. Et j'étais donc venu vous voir, et c'est donc la première fois que je vous avais rencontré. Et pourquoi je vous adresse ce petit message? Parce que je connais tant de dirigeants d'entreprise qui, en pareille situation, auraient passé un coup de téléphone à leur directrice ou à leur directeur de la com en disant « celui-là, il nous emmerde, donc on arrête de lui parler, on arrête de lui parler, et puis on le blacklist pour les événements qu'on fait, etc. » que je tenais, vous voyez, le bonheur d'un journaliste qui essaie de faire correctement son travail tient à pas grand-chose, un petit coup de fil. En tout cas, merci beaucoup pour ce coup de fil et merci de votre fidélité. Voilà, c'était l'émission spéciale. J'avais annoncé qu'on ferait 30 minutes, mais qu'on déborderait largement. Ça fait 55 minutes qu'on est ensemble. Vous allez donc pouvoir véritablement maintenant passer à table. Notre prochain rendez-vous, c'est l'émission traditionnelle. On y parlera d'assurance vie. Ce sera le 14 mai à 18h. Ciao.